Là, c'est une brève introduction pour dire que nous avons réalisé avec Tessa, en fait c'est surtout d'ailleurs Tessa, à vrai dire, qui a réalisé cette présentation, mais comme on s'est dit que c'était plus confortable en français, j'ai traduit les slides en français et on avait réfléchi ensemble. C'est très important pour nous d'être ici, francophones et néerlandophones ensemble, parce qu'en fait, il y a un enjeu national. On est ensemble face aux politiques pour essayer de faire bouger les choses. Et donc, d'un point de vue symbolique, c'était vraiment, outre l'intérêt à chaque fois de la rencontrer et d'échanger et de partager nos pratiques, il y a aussi une dimension symbolique très forte dans le fait d'être ensemble. Voilà. On ne savait pas bien ce que connaissait l'Assemblée à propos de l'hépatite C, donc un bref refresh, comme ça tout le monde part avec l'ensemble des connaissances. L'hépatite C, aujourd'hui on en guérit. Objectif de l'Organisation mondiale de la santé 2030, éliminer cette maladie. L'hépatite C concerne aujourd'hui essentiellement les publics les plus vulnérables, précarisés, usagers de drogue, univers carcéral, migrants, et donc ça pose un gros problème d'accès aux soins. Donc en fait il y a un enjeu dans l'hépatite C qui est de défendre l'accès aux soins de nos publics que l'on côtoie tous les jours. Donc l'hépatite C, dans la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes. Et donc, ça implique une grande proactivité de l'ensemble de nos structures qui sont au contact des usagers pour parler de ces questions-là, informer avec des messages qui sont très simples. L'hépatite C, aujourd'hui, on en guérit. Des traitements hyper efficaces, bien tolérés, qui ont un problème, c'est qu'ils sont très chers, mais qui ne concernent pas les patients puisque c'est pris en charge et donc par l'INAMI ou les cartes médicales, etc. Donc aujourd'hui, tout le monde a accès à ces traitements, c'est remboursé. Pas de symptômes. Le gros problème, c'est l'évolution vers la forme chronique que vous voyez donc ici, avec la majorité des patients qui vont développer une hépatite C chronique avec un risque de cirrhose du foie. Pour faire la différence entre quelqu'un qui a rencontré l'hépatite C et qui a guéri tout seul, parce qu'il y en a qui guérissent tout seuls, et ceux qui développent une forme chronique, en fait, dans les deux cas, rencontre avec le virus, on aura des anticorps présents au niveau de la prise de sang ou qui peuvent être également mis en évidence, et ça c'est super utile, par des tests rapides d'orientation diagnostique qu'on voit au bout du doigt. Et donc, pour faire la différence entre quelqu'un qui a guéri tout seul ou quelqu'un qui a une forme chronique, il faut aller chercher le virus. Est-ce qu'il y a du virus dans le sang? Et pour ça, on va chercher la PCR virale C. Quelqu'un qui a une PCR virale C positive, il y a du virus, le patient a une hépatite C, il va falloir le traiter. Et donc, quelqu'un qui a guéri tout seul sans traitement, parce que c'est possible, même si c'est la minorité des patients, il n'y aura pas de charge virale, il y aura une PCR virale C négative. On a des outils aujourd'hui qui permettent de rechercher cette charge virale. C'est soit la prise de sang classique avec plusieurs jours en laboratoire pour avoir les résultats, ou alors des outils super intéressants qui sont qu'est le Cephengen Expert, qui permet d'avoir le résultat en 1 heure et qui constitue un petit micro-laboratoire transportable. Voilà, comme ça, on part tous sur les bonnes bases. Alors, de quoi dispose-t-on aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on a tout. On a les connaissances, c'est un virus qu'on connaît bien, on a un traitement idéal qui marche super bien, court, très bien toléré. On peut traiter tous les patients, consommateurs actifs, des patients qui ont des problèmes psychiatriques sous-jacents, des patients qui sont en rue, donc tout le monde peut être traité. On a des outils simples, vraiment diagnostiques simples, rapides, non invasifs, qui nous permettent l'aller vers des approches en outreach, de sortir de l'hôpital et d'aller là où sont nos patients, c'est-à-dire dans la rue, dans les structures de soins de première ligne, comptoirs d'échange, centres de prise en charge méthadone, etc. Donc pour le dépistage, c'est les fameux tests rapides d'orientation diagnostique, c'est une piqûre simple au bout du doigt. On a le Cephed, on peut avoir en 1 heure la charge virale au bout du doigt. On a le FibroScan, qui est un petit appareil transportable qui permet d'évaluer la fibrose du foie. Et donc, tout ça, on a. On a des traitements antiviraux à action directe, hyper efficaces, hyper bien tolérés. Et on a ce changement de concept. On a mis le temps, mais ces progrès thérapeutiques nous ont permis d'arriver à un concept aujourd'hui qui est le treatment as prevention, c'est-à-dire
on traite tout le monde, quel que soit le stade de fibrose, et donc il n'y a pas de critères d'exclusion. On a des ressources locales, voilà, on a les structures de première ligne qui connaissent bien les usagers, les usagères, qui ont un lien thérapeutique avec ces patients. Pour certains, pas tous et toutes, mais des structures qui sont actives dans le dépistage, qui en parlent, puisque vraiment aujourd'hui, ça n'est plus une question médicale. Hein, ça doit être vraiment discuté par l'ensemble des intervenants psychosociaux, psychomédico-sociaux de ces structures. Donc certaines structures de première ligne se sont très fort emparées de ces questions-là, mais ça dépend un petit peu des cultures institutionnelles, donc il y a peut-être encore du travail là-dessus. On a plus ou moins des collaborations entre hépatologues et services d'addictologie. Donc en Belgique, malheureusement, aujourd'hui, pour prescrire les antiviraux à action directe, il faut encore être hépatologue. Pour le faire. Donc on entendra Pascal Melun qui nous vient de France, où c'est plus avancé, où les médecins généralistes peuvent prescrire, ce qui paraît évidemment être une condition essentielle pour respecter cet objectif Organisation mondiale de la santé d'élimination de l'hépatite C. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on a encore besoin de ces collaborations entre hépatologues et services d'addictologie. On voit bien sur le territoire que il y a des trajets de soins qui sont très bien dessinés, d'autres qui le sont moins et qui méritent d'être renforcés pour que les hépatologues soient familiers de notre public et familiers de notre pratique. Donc nous, structure associative, on a vraiment du boulot d'aller former, sensibiliser nos collègues qui sont beaucoup plus hospitaliers et de les sensibiliser à nos pratiques. Donc les collaborations avec les hépatologues, ça dépend des régions. Il y a des endroits où ça se passe très bien, d'autres moins. On a des dispositifs et des initiatives qui sont spécialisées dans la prise en charge de l'hépatite C. Donc ça sera développé dans la deuxième partie via les projets où François et Tessa donneront un petit peu le point de vue national de ce qui existe. Et puis, on a de plus en plus de structures qui impliquent des pères aidants pour tout ce travail, avec donc notamment Tessa qui en parlera, où leur projet a une très très grande expérience sur le domaine. Nous, on débute avec, on est très contents, on a enfin un collègue qui a rejoint notre équipe et c'est récent, mais on voit immédiatement l'importance et l'apport de son arrivée dans le contact qu'on peut avoir avec nos patients. Ce qui nous manque en Belgique, et c'est en ça qu'aujourd'hui, parler d'hépatite C, c'est parler politique, c'est la conscientisation de la stigmatisation des usagers de drogue. Mais oui, ça c'est fondamental, parce qu'on voit bien que les freins dans l'accès aux soins aujourd'hui, c'est lié à ce problème de stigmatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se heurte encore à des problèmes en milieu carcéral, où c'est tout récent que, enfin, dans l'univers carcéral belge, il soit question de dépistage. Ça y est, il vient d'avoir une circulaire de l'administration pénitentiaire qui en fait une priorité, mais c'est tout récent. Quand je vous parle de ça, ça date d'il y a 3-4 mois. Vous savez que les soins de santé en prison en Belgique dépendent de la justice, qu'on attend depuis des années qu'il y ait un transfert de compétences des soins de santé en prison vers la santé, puisque pour l'instant, c'est encore géré par la justice. Et aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y a un progrès dans le dépistage, d'abord, cette affiché, donc on verra ce qu'il en est dans l'implémentation. Est-ce que ça va suivre, puisque nous on fait des permanences en prison et pour l'instant je peux vous dire qu'à Bruxelles en tout cas on est très très loin en termes de dépistage, il y a très peu de dépistage proposé et d'autre part ça ne concerne que les détenus, c'est-à-dire les personnes condamnées et pareil pour le traitement, c'est-à-dire que dans le milieu carcéral aujourd'hui on ne peut traiter des patients qui sont concernés par l'hépatite C que s'ils sont condamnés. Sous-entendu, il faut qu'ils restent suffisamment longtemps en prison, la durée du traitement, pour qu'ils reçoivent le traitement. Pourquoi ces raisons-là? Pourquoi? Si les firmes pharmaceutiques baissaient les prix des traitements, on n'aurait pas ces questions-là. Si les traitements coûtaient moins de 1 000 €, ça ne se poserait pas. Donc, il y a une implication des prix imposés par l'industrie pharmaceutique qui explique ça. Et deuxièmement, le problème, c'est la stigmatisation autour de notre public parce qu'on entend
puisqu'on y va en prison régulièrement. Non, mais de toute façon, si on commence le traitement et que le patient sort de prison, ça sert à rien parce que c'est un usager de drogue et que c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'en a rien à foutre et sortira, arrêtera son traitement. Donc, l'importance du travail autour de la stigmatisation de nos usagers, elle est fondamentale. Idem pour fait d'asile. Les patients qui dépendent du régime fait d'asile aujourd'hui n'appliquent pas les règles de remboursement du traitement qui sont fixées par l'INAMI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les demandeurs d'asile, on ne peut les traiter que s'ils ont une fibrose significative, ce qui est tout à fait différent de la population générale. Idem, les deux freins majeurs à la prise en charge par fait d'asile, c'est l'aspect financier et c'est le côté stigmatisation du public des migrants. Donc l'enjeu du travail sur la stigmatisation, il est fondamental. Ce qui nous manque en Belgique également, c'est la démédicalisation des tests rapides. On entendait tout à l'heure dans un atelier une collègue qui fait un travail formidable en France, qui nous disait que voilà, en France, tout le monde peut faire des TROD et donc qui a reçu une formation, hein, Juliette, tu me confirmeras, il y a une nécessité d'une formation, mais donc les experts du vécu, les gens qui sont impliqués dans le secteur associatif peuvent faire du dépistage. Il n'y a pas du tout besoin, comme c'est le cas en Belgique pour l'hépatite C, d'être médecin ou infirmier. Donc ça nous manque. Donc Jean-Pierre Mulquet, ici présent, va nous faire part des avancées en termes de plaidoyer parce que c'est essentiel pour avancer. Ce qui nous manque, c'est la simplification des modalités de prescription des traitements. Voilà, il faut que les médecins généralistes puissent prescrire. Pascal Melun va nous parler un petit peu de l'impact en France. Je l'ai dit, les problèmes au niveau de fait d'asile et de la prison. En prison, c'est très très marqué parce qu'on est 3 hépatologues à aller en prison. Bah, évidemment, l'accès à l'hépatologue qui prescrit, il est super limité. Alors, il faut qu'on soit inventif. On a un collègue côté néerlandophone qui est en train de développer des chouettes projets avec des systèmes de visio, de prescription à distance, etc. Donc il y a moyen probablement de dépasser cette barrière, mais c'est vrai que cet accès, le fait que ce soit les hépatologues qui doivent prescrire, c'est un frein qui est majeur. Et enfin, on a besoin d'une harmonisation des ressources dans les différentes régions. Il y a un manque de ressources spécifiquement dédiées à l'hépatite C dans les structures de première ligne. Et on voit bien aujourd'hui, quand on entend nos collègues qui sont en première ligne, surtout en post-Covid, avec l'impact sociétal du Covid et sur la précarisation, que nos collègues y sont déjà saturés de boulot. Et donc, il y a besoin de ressources supplémentaires vraiment pour s'emparer de cette question de l'hépatite C. Et puis, il y a des publics auxquels on a du mal à avoir accès et donc pour lesquels probablement, justement, l'implication des pairs aidants dans les projets est probablement requise. Voilà, je vais passer plus vite. Donc, on a besoin de davantage de ressources, d'augmenter les collaborations et les trajets de soins. Et on voit bien qu'il y a encore, on entendait hier, et Pascal Melun le rappelait tout à l'heure dans un atelier, on voit bien qu'il y a encore des univers dans lesquels l'hépatite C n'est pas encore assez pris en compte, notamment, alors, il y a du boulot encore dans nos structures d'accueil des usagers de drogue, ça c'est clair. Et il y a notamment, je pense, tout un travail pour faire en sorte que tous les collègues se sentent complètement légitimes d'en parler et vraiment de se retirer de la tête que ça n'est plus une question médicale, quoi. C'est une question médicale simplement pour le traitement. Mais tout le travail d'information, de déstigmatisation, de renforcement, d'empowerment des usagers en disant mais en fait vous avez droit au traitement et c'est aujourd'hui possible, peut être fait en première ligne. Donc il y a encore du travail en première ligne, mais surtout il y a du boulot aussi auprès de nos collègues hépatologues parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup qui sont sensibles à nos publics. Et dans les services de santé mentale, on voit bien que c'est pas encore une question qui est très dont les services s'emparent beaucoup, alors qu'on voit bien, comme le rappelait Pascal Melun tout à l'heure, que c'est que les patients qui côtoient et qui sont hospitalisés en psychiatrie ou dans les services de santé mentale sont beaucoup plus à risque. Tu disais, Pascal, 5 à 10 fois plus à risque que la population générale. Donc vraiment, il y a du travail à faire là de dépistage également. Et aussi dans le secteur du sans-abrisme, probablement. Voilà. Là, c'est un petit peu une répétition. Je voudrais juste dire qu'en effet, il y a à l'échelle sociétale,
clairement, et je crois que c'est important aussi que les médecins soutiennent ça, c'est-à-dire que cette loi de 1921, par tout le côté punitif et prohibitionniste et qui finalement entretient la stigmatisation de nos publics, est complètement catastrophique au niveau sanitaire. Et c'est important que, bien sûr, le secteur associatif fait son boulot et c'est souvent soutenu par des militants, mais c'est important aussi que cette approche militante soit soutenue également par des soignants et par le côté aussi plus hospitalo-universitaire. Et que finalement on ne peut pas travailler sur la question de l'hépatite C, enfin travailler la question de l'hépatite C, finalement c'est un formidable cheval de Troie pour aller soutenir des dispositifs de réduction des risques, puisque c'est essentiel, ça fait partie de notre arsenal thérapeutique, tant sur la prise en charge évidemment assuétude, réaffiliation dans les soins, mais également sur le côté santé publique et plus on va dire médical, avec la prévention de la réinfection au niveau de l'hépatite C. Et donc je trouve que c'est un élément qui peut vraiment appuyer le plaidoyer pour faire avancer au niveau sociétal ce débat qui est très souvent finalement très polarisé et empreint de convictions finalement assez douteuses. Voilà. On a besoin aussi on est un peu dans des zones grises pour certains outils qui nous sont importants, hein, le GenExpert dont va nous parler aussi Jean-Pierre. Et donc là, on a besoin de soutien pour que ce soit validé par les laboratoires et qui est nos laboratoires hospitaliers, hein, et qui est qui a un remboursement de ces dispositifs par l'assurance maladie, donc par l'INAMI. Et puis finalement, se questionner sur l'hépatite C soulève en fait toute cette question d'accès aux soins. En fait, c'est très fort quand même de se dire qu'on a une maladie aujourd'hui qu'on peut traiter, qu'on peut guérir, et qu'il y a encore toute une frange de la population qu'on laisse à l'écart, et que ça pointe toute la stigmatisation qui concerne nos patients usagers de drogue, mais aussi les demandeurs d'asile et le milieu carcéral. Et donc finalement, se battre pour l'accès aux soins au travers sur cette question d'hépatite C, c'est soutenir et c'est soulever des questions qui soulèvent au fond globalement l'accès aux soins de ces publics-là, et parce qu'on ne peut pas les laisser de côté vu qu'on a de quoi les traiter et les guérir. Voilà. Là, maintenant, je vous propose d'écouter Jean-Pierre, qui va rebondir. Jean-Pierre Mulquet, pathologue au CHU Saint-Pierre, qui est donc porte-parole de la coalition belge contre l'hépatite C, et qui fait un très gros travail, soutenu par la coalition, pour aller rencontrer les politiques. À toi, Jean-Pierre.